Alors salut tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Encore une fois, ça fait quelques semaines que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne francophone. Donc je profite ce week-end, j'ai un peu de temps pour partager quelques disques de tout style, un peu qui vont du classique au jazz, à la musique no wave, post-punk. Enfin, il y a un peu de tout. Là, j'espère que ça vous plaira. Que vous aurez des coups de cœur, des découvertes, des redécouvertes. Vous irez dans vos étagères, vous ressortirez des trucs intéressants. Enfin voilà, le but de la manœuvre, c'est ça, c'est le dialogue. J'ai pas trop fait de vidéos en français récemment parce que j'ai fait beaucoup de live streams récemment, donc notamment un avec Stunty et French Vinyl Addict, Romuald, qui ont commencé une nouvelle chaîne libre antenne des Scuds et du Pif, je vous laisserai le lien, comme ça je leur fais un peu de promo, et puis si ça leur apporte quelques abonnés en plus, c'est bien aussi. Alors voilà, je vais commencer en disant que je suis allé samedi dernier, je suis allé à une foire au disque un peu spéciale, c'est-à-dire qu'il y a une station de radio ici à Melbourne qui s'appelle 3MBS, et puis 2 fois par an, ils font un déstockage de leur inventaire qui est énorme de disques. C'est, c'est, c'est un truc de ouf. C'est une station de radio classique, enfin 100% classique. Donc pour les aficionados du classique tels que j'adore la musique. Je peux pas m'empêcher, j'en achète trop même. Et en fait, je suis allé avec un pote à cette fête, convention. J'ai ramené une centaine de disques en fait. La moitié en CD et la moitié en vinyle, plus ou moins. Et pour une centaine de disques, ça m'a coûté à peu près 200 $. Quoi. Si vous voyez, ça fait à peu près 2 $ le disque. C'est vraiment. On peut pas se priver quoi. Donc je commence en disant ça parce que voilà, j'ai écouté quelques disques que j'ai chopé la semaine dernière. Évidemment, c'est difficile de. Avec un tel volume, des fois, c'est difficile de se mettre dans beaucoup de disques, et puis surtout quand on travaille et tout ça. Mais j'ai chopé celui-ci. Alors, peut-être que le flamenco, ça vous dit rien du tout et ça vous intéresse pas du tout. Mais moi, j'ai quelques disques de flamenco que je trouve vraiment excellentissimes. Alors, pourquoi je l'ai acheté celui-là? Parce qu'il est sur Argo, le label le classique britannique. Enfin, c'est légendaire. Si vous connaissez pas Argo, il y a tellement de belles choses qu'ils ont publiées, qu'ils ont sorties. Et pas que, en fait, même pas que de la musique classique, hein, ils ont sorti de la musique, ils ont sorti du jazz en l'occurrence, par exemple. Mais là, je l'ai acheté parce qu'il fait partie d'une série que, sans le faire exprès, j'ai commencé à collectionner en fait. Quand j'ai vu ce design et ce nom et tout ça, ça m'a rappelé d'autres disques que j'ai dans ma collection, dont ce disque de Bob Stewart, The Unique Sound of Sultry, et ce disque de Roger Nicholson qui s'appelle The Gentle Sound of Dulcimer. Et comme vous pouvez voir, ça fait effectivement partie d'une série. Moi, j'adore les séries comme ça. C'est un kiff incroyable quand on est grosso modo, enfin entre guillemets collectionneur. Voilà, on trouve des disques comme ça. C'est super. C'est génial parce qu'en fait, c'est des disques qui sont pas chers, qui sont vraiment sous le radar. Donc celui-là, il est génial. Hein. Moi, j'aime bien le flamenco. Pour moi, c'est de la musique classique, d'un autre ordre, hein, on va dire. Le type a un toucher absolument phénoménal. Euh, et en fait, ça m'a fait ressortir ce disque-là, en fait. Et puis, je crois que je vais vous en même passer un morceau. The Unique Sound of Sultry. Donc, c'est de la musique médiévale anglaise, en fait, plus ou moins, avec du synthé, en fait. C'est un truc complètement déjanté. Je pense que des gens comme Dish, 007, si tu me regardes, ça serait une cam extraordinaire pour toi. Et je me suis aussi réécouté The Gentle Sun. Alors ça c'est pas des noms, c'est pas des noms qui font rêver un Bob Stewart. Mais en fait Argo, voilà, c'est tout à leur honneur de dire qu'ils ont
ils ont quand même sorti des disques de gens qui étaient des outsiders, quoi, voilà, qui n'étaient pas des gens connus. Donc je vais vous en passer un morceau, juste pour le délire, quoi. Et puis je pense pas que ça va être bloqué par YouTube, parce que franchement, c'est pas des trucs qui sont tellement connus. J'ai aussi acheté quelques autres disques en CD, dont celui-ci, Domus, qui joue Martinu, Souk et Dvorak. Donc Dvorak, comme on devrait dire en tchèque. Donc Martinu et Dvorak, qui sont des compositeurs pour moi qui sont essentiels, enfin sont que des compositeurs tchèques, enfin tchécoslovaques à l'époque, et ce sont des parties de piano qui sont juste, ouais. Moi je trouve ça transcendantal comme musique, c'est tellement, ça va tellement au-delà je pense que la musique classique, il y avait déjà tout là-dedans. Il y avait déjà tellement de... Et puis pour moi, Dvorak, bah, c'est un génie absolu. Moi, je trouve ça d'une beauté hallucinante. Et puis, puisque je suis au classique, ça, c'est un autre disque que j'ai acheté à la foire la semaine dernière pour 1 dollar. Hein, on peut pas passer ça. Ludovico Einaudi, qui est un musicien classique contemporain, un peu dans le style de gens comme Johan Johansson, comme, j'allais dire, Max Richter. Donc, qui font ce qu'on appelle du moderne classique, en fait. C'est très très accessible, hein, finalement, hein, cette musique. C'est de la musique orchestrée, mais en fait, en général très mélancolique, très, comment dire, il y a un côté atmosphérique, ambiant là-dedans aussi. Et Elements, je vous le recommande vraiment vivement. C'est de 2015. Ça m'a coûté 1 dollar et alors ça vaut vraiment le coup. Et j'ai aussi écouté, pendant qu'on est en classique, j'ai écouté ce superbe disque de Morton Feldman qui est joué par le Kronos Quartet qui, bon, en fait, si vous connaissez pas le Kronos Quartet, c'est vraiment un groupe mythique, hein, on va dire, parce que ils enregistrent beaucoup de morceaux de la musique classique contemporaine. Ils ont enregistré notamment beaucoup de morceaux de Philip Glass. Et là, c'est une pièce de 79 minutes, en fait 80 minutes, ouais, 79, ouais. Et où le Kronos Quartet donc, interprète ce morceau de Morton Feldman. Alors Morton Feldman, si vous ne connaissez pas, c'était un compositeur américain, moi je pense un des plus importants du XXe siècle, qui était voilà, un des contemporains de personnes comme justement Philip Glass, Lamont Young, John Cage. Et en fait, on a pour moi un espèce de croisement entre la musique minimaliste et la musique classique contemporaine avec Morton Feldman. Donc je vous recommande vivement d'écouter Morton Feldman, c'est superbe. Et puis voilà, je vais continuer avec autre chose que de la musique classique, hein. J'ai récemment fini de lire Sonic Life, la biographie l'autobiographie de Thurston Moore, le guitariste touche à tout de Sonic Youth, évidemment, qui, bon, malheureusement n'est plus un groupe, hein, depuis à peu près, je pense qu'ils ont arrêté il y a à peu près un peu plus de 10 ans. J'ai trouvé le livre un peu, parfois très très intéressant, parfois un peu indigeste. Il y a des côtés un peu prétentieux. Il connaît tout le monde, il sait tout. Enfin bon,
Et bon, après, voilà, c'est vrai que quand on est au bon endroit au bon moment, quand par exemple on arrive à New York en 1978 et qu'on rencontre tous les grands de la scène, dont Michael Jara de Swans, des gens comme euh, voilà, voilà, Rhys Chatham, Glenn Branca, enfin des gens qui ont vraiment changé la musique de façon fondamentale. Et ben voilà, on peut ouvrir sa gueule, ça c'est clair. Mais bon, après, moi j'ai trouvé ça un peu longuet par moment. Et bon, c'est un livre que voilà, qui est bien, mais je pense que il y a des passages qui sont un peu, qui s'étendent un peu trop. Et ça m'a fait justement réécouter des disques qui sont mentionnés dans le bouquin en fait. Donc par exemple, Lee Ronaldo, le guitariste de Sonic Youth, et Thurston Moore faisait partie du groupe de Glenn Branca. Euh, et d'ailleurs, voilà, vous pouvez le voir d'ailleurs. Vous voyez, sur la troisième face, il y a bien Thurston Moore et Lee Ronaldo. Et donc ça, c'est Lesson Number One. Ça, c'est un disque mythique, on va dire, hein, de, c'est une espèce d'orchestre de guitare en fait. C'est une, c'est une, c'est une symphonie de guitare, mais avec des accordages très très spécifiques. Et en fait, même dans le bouquin, ils disent, enfin, Thurston Moore dit que, en fait, lui et puis Leonardo, ils étaient vraiment en fait en charge quand ils ont fait la tournée avec Glenn Branca, surtout en Europe, c'était les accordeurs de guitare en fait. Donc voilà, là on a quelque chose qui est dissonant mais très 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 accessible en même temps, hein. Moi je trouve que c'est super accessible. Si vous avez jamais écouté de musique comme ça, expérimentale, mais ça vous fait, peut-être que ça vous fait un petit peu peur de rentrer là-dedans, ça c'est pas un disque qui est, c'est très. Et la même chose, je dirais, pour ce disque-là, ici, que le bouquin m'a fait réécouter, euh, dit Donna Goethe, les dieux du tonnerre de Rhys Chatham. Alors pareil, hein, ça c'est un disque, enfin, pour la scène No Wave de New York à l'époque, c'est un disque essentiel, culte, on va dire, qui est sorti sur Homestead Records, qui était le label aussi de Sonic Youth au départ. Je pense que leurs deux premiers albums sont sortis sur... au moins le premier album est sorti sur Homestead, je pense. Et là, c'est intéressant parce que la première phase, qui est dit Donna Goethe, c'est un morceau qui me fait penser beaucoup à du crowd rock en fait. C'est répétitif, minimal répétitif, on dirait un peu du Faust, du Can, mais en fait en version un peu no wave. La deuxième moitié a une fanfare que on peut ou on ne peut pas aimer. Enfin bon, pour moi j'aime beaucoup. Je pense que Rich Chatham comme Glenn Branca, ce sont des grands innovateurs de la musique à cette époque-là. Et je pense que si vous avez jamais écouté ces disques-là, ça vaut vraiment la peine d'écouter ça. Et puis, ben voilà, pendant que je suis là, il parle aussi beaucoup enfin, il parle dans son bouquin de SPK. Alors, SPK, c'est un groupe australien de Sydney. Et ça, pour moi, c'est quasiment leur meilleur album. Quoique leur premier album est aussi un album super culte. Peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais cet album-là, qui est, je crois, leur deuxième ou troisième album, il date de 1985, 86. C'est une espèce de Dead Can Dance, mais vraiment beaucoup plus glauque, on va dire. Le côté gothique qui est encore plus en avant. Il y a un côté très sombre, sinistre. Si vous aimez le son de Dead Can Dance, je pense que SPK. Donc l'album ça s'appelle Zamia Lemani. Voilà. Songs of Byzantine Flowers. Et je vous conseille donc l'écoute de ce disque In Flagrante Delicto. J'en parlais l'autre jour sur le stream avec Stunty, qui est un morceau qui est super. Enfin, moi je pense que c'est hyper représentatif du son
de SPK à l'époque, hein, on va dire. Mais le SPK, c'est un groupe qui a quand même beaucoup changé au fil des années, qui a commencé comme un groupe industriel, vraiment indus à la Throbbing Gristle, très, voilà, Cabaret Voltaire, Throbbing Gristle. Le son était très, très industriel. Et puis après, qui a bougé dans un truc plus dark wave et pour finir en espèce leur dernier album, c'est une espèce de truc de mélange entre disco dark wave, c'est un truc super bizarre. Pendant que je parle de musique dark wave machin, je vais parler du The Cure. Bon, ça c'est pas une surprise, tout le monde connaît The Cure, et j'ai ressorti ce concert que je joue pas très souvent mais que j'adore. Ça a été pris, c'était enregistré en 1984 en fait, en mai 84. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand je regarde les dates, Oxford, le 5 mai 1984, non, on est le 4 mai aujourd'hui, 2024. C'est étonnant, hein, c'est presque à quoi, 40 ans jour pour jour, quoi. C'est incroyable, hein. Ce que ce concert a été, c'est hallucinant, quoi. Donc, il y a pas d'enregistrement le 4 mai, mais il y a le 5 mai. Voilà. Et donc, il y a tous les classiques de la première période du Cure, entre Shake Dog Shake, Hanging Garden, Primary, et puis évidemment la phase B qui est un espèce de best-of des premières années. Moi, je suis hyper fan de The Forest. Moi, je trouve que c'est une super, super chanson. Et donc, voilà, ça m'a fait ressortir ça. J'aime bien ressortir des disques que j'avais pas écoutés depuis longtemps. Ensuite, on va rester un peu le glauque, gothique, un peu ténébreux. J'ai écouté beaucoup récemment Muslim Goes, Moula Seda. Donc ça c'est un disque que j'ai acheté très récemment. En fait, je l'ai acheté plus ou moins à cause de Stunty parce que il en parlait un jour et puis voilà, ça fait longtemps que j'ai envie de rentrer dans Muslim Goes. C'est un artiste qui me parle depuis très 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 longtemps. Où le nom de donc comment il s'appelle le gars, Bryn, je sais plus, Bryn quelque chose. Est-ce que son nom est marqué là? Non, il s'appelait Bryn, je sais plus. Vous pouvez chercher. Il est mort en 99. Donc, il y a un sacré paquet de temps. Et il a sorti, oh, je sais pas moi, 100, 200 albums, enfin un truc de dingue, quoi. Et ça, c'est un de ces albums, de façon universelle, les gens pensent que c'est un de ses meilleurs albums. Et vu qu'il y a beaucoup de ces albums qui se ressemblent beaucoup, c'est de l'ambiante, très... voilà, encore une fois, il y a un côté sinistre, un côté... t'as l'impression que t'es dans le désert, ouais. Puis le type était quand même un fervent supporter des Palestiniens, en fait. Donc il y a ces thèmes qui reviennent. Euh, c'est un superbe disque, c'est magnifique, c'est de l'ambiance quatrième monde. C'est... Alors, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, à Melbourne, il y avait une copie, voilà, c'est celle-ci qui était à un prix tout à fait correct. Et donc, je l'ai chopé, voilà, je suis content, j'en suis très content. J'ai Parce que je pensais à Muslim Ghost, j'ai aussi ressorti un de mes disques de Current 93. Alors, comme Muslim Ghost, Current 93, c'était un projet d'un type qui s'appelle David Tibbett, qui est un excentrique, vraiment, un anglais qui est assez fou, qui a sorti pareil. C'est pareil que Muslim Ghost, il a sorti 100 albums facilement. Et il y a quelques-uns de ces albums que je trouve intéressants. Alors, bon, ça, c'est pas du tout le même genre, c'est des espèces de néo-folk. Un peu à la Comus, si vous connaissez Comus, c'est un groupe anglais des années 70 qui fait du folk vraiment, vraiment, comment dire, c'est ténébreux, quoi. C'est de la musique. On a l'impression que c'est des voix qui sortent de films d'horreur. Alors c'est du folk où toutes les paroles sont plus ou moins parlées. Il y a pas beaucoup de chant, c'est vraiment du parler. La musique à la guitare acoustique. Ça fait musique de film d'horreur un peu, ou film voilà, où on a des rituels païens, où les mecs se font éventrer et tout. Donc ça s'appelle évidemment Of Ruin of Some Blazing Stair. Voilà.
Karen 93. Euh, et puis dans le même univers sonore, enfin que par exemple SPK, j'ai écouté pas mal cet album de Coil récemment. Love Secret Domain, voilà. Un des meilleurs albums de Coil, donc Coil, qui est le groupe de John Balance et Peter Christopherson, qui était dans Psychic TV et dans Throbbing Gristle. Donc c'est un groupe d'industriels, mais bon, après on est passé vraiment à un mode beaucoup plus électronique avec Choreo. C'est-à-dire que il y a un côté qui est hyper mélodique, très accessible. Surtout sur ce disque-là, c'est vraiment pas un disque qui est difficile d'accès. Si vous aimez la musique électronique en général, c'est vraiment un univers merveilleux, quoi. Je dirais pas que c'est joyeux, hein, c'est pas du tout joyeux, mais c'est un univers qui est quand même. Moi, c'est un truc dans lequel je me plonge assez facilement, quoi. Donc voilà. Ça date de 80. Bon, des années 90, je crois. Années 80, 90, je sais plus. J'ai oublié. Vous avez qu'à chercher vous-même. On va passer à autre chose, un peu de jazz. Attendez, avant que je parte à ça, j'ai quelques CD à mes pieds que je veux mentionner en fait. J'ai écouté cet album, puisqu'on est dans le glauque, de Yesu. Donc Yesu, ça s'écrit comme Jésus, mais sans S à la fin. Je sais pas si l'ordinateur va prendre ça, voilà. Il s'appelle Silver. Donc ça, c'est la continuation d'un groupe qui s'appelle Godflesh, espèce de post-metal assez apocalyptique, espèce de mélange entre le post-rock, le métal atmosphérique. Et donc Yesu, c'est le groupe qui a suivi. Ils sont de Birmingham, en Angleterre. Et en fait, ça, c'est leur EP qui s'appelle Silver. C'est leur deuxième EP, je crois, qui date de, je sais pas, de 94, je sais plus quand, je sais plus les dates. J'ai complètement, voilà, je sais pas. J'ai le cerveau qui est en marmelade en ce moment. Non, 2006, je raconte n'importe quoi, vous voyez. C'est la marmelade totale. 2006, et je sais pas pourquoi j'ai dit 94. Je sais pas. Va savoir. Donc ce disque-là, il est vraiment, il est excellent. C'est du post-rock avec un côté metal, sludge, doom. Enfin, enfin, voilà. Il y a 4 chansons dessus. Les 2 premières sont extraordinaires. La chanson titre Silver, elle est vraiment excellente. Et j'ai aussi écouté The Next. Donc, The Next, c'est un groupe de Sydney. J'en ai parlé beaucoup de fois, hein. Donc l'album s'appelle Ether. Et The Next, la particularité, c'est que c'est un trio de post-rock, jazz, contemporain. Et ils font que des morceaux d'une plage, en fait. Donc, tous leurs morceaux font 60 minutes. Et donc, ils tiennent mieux sur un CD que sur un vinyle, hein, évidemment. Donc, voilà. J'ai écouté ça. Et ça, c'est un côté vraiment expérimental, électro. Pour le coup, c'est très électronique. Ce matin, je me suis réécouté Brown Rice de Don Cherry, qui est, à mon avis, son album le plus, on va dire le plus accessible, le plus iconique. Donc voilà, Brown Rice, il est sorti en 75. J'adore cette couverture avec les Watts-Tower. Si vous ne connaissez pas les Watts-Tower, c'est un monument qui se trouve à Watts, à Los Angeles, qui avait été construit à main nue, en fait, par un immigré italien qui voulait, voilà, qui avait une parcelle de terrain. Et puis à Watts, il a construit des tours. En fait, c'est un peu le palais idéal du facteur cheval, mais la version américaine, quoi. Je trouve que c'est étonnant. Allez regarder sur Internet si ça vous intéresse. The Watts Tower, ça s'écrit Watts. Je pense que ça pourrait évoquer des trucs à des gens. J'ai écouté ce matin Philosophy of the Spiritual par Richie Davis. Alors Richie Davis c'est un bassiste américain, et donc ça c'est un album, il a sorti pas mal d'albums sous son nom en tant que leader. On a Chick Corea qui est au piano, Sam Brown à la guitare, voilà. Donc le line-up il est quand même sympathique. Et on a
un espèce de jazz un peu avant-garde, on va dire. Hein. C'est pas du free, hein, c'est un peu avant-garde. Mais ça reste encore dans l'esprit post-bop. Mais moi, ce que j'adore dans ce disque, c'est la... Parce que bon, il est bassiste. Et en fait, il met en lumière vraiment son jeu de basse. Donc, il joue notamment avec un archet. Et moi, j'adore la contrebasse à l'archet. Moi, je suis fan, j'adore. Ça c'est sorti en 71, 72, je sais pas, non. Voilà, 70. Et en fait, moi, j'avais trouvé ça pour 3 fois rien dans un marché. Mais je suis toujours très content de le réécouter. Euh, Est-ce que quelqu'un parle de Michel Petrucciani dans la Vici française? Question. Alors voilà un disque qui est excellentissime en fait. Voilà, ça s'appelle Pianism, Michel Petrucciani Trio. Alors si vous êtes français, vous connaissez très bien qui est Michel Petrucciani. C'était un pianiste virtuose français qui est mort il y a des années et des années. Hein. Il était donc en fait la particularité de ce type en fait c'est que c'était un je sais pas quel est le terme qui est politiquement correct aujourd'hui. Il était atteint de nanisme. Enfin c'était une personne de petite stature on va dire. Et, euh, et c'est pour ça que voilà la photo est prise de façon à ce que enfin c'est assez intéressant. Moi j'adore la pochette. Je trouve que la pochette elle est magique. Et c'est un disque qui est sorti sur Blue Note. C'est aussi intéressant. C'est du DMM, hein, bon, c'est ce que faisait. C'est un truc qui se faisait beaucoup sur des éditions françaises en fait. Et c'est un trio avec Palais Danielson à la basse et Elliot Sigmund à la batterie. Et en fait, moi je trouve que c'est un côté très Bill Evans. Alors là, c'est vraiment la grande classe. C'est du piano jazz à la Bill Evans. Hein. C'est sorti en 86. Je recommande vivement. Ensuite, ça fait déjà 26 minutes. Je me suis réécouté ce magnifique disque de Roland P. Young. Roland P. Young, c'était un saxophoniste américain. Enfin, il joue de la clarinette, il joue du soprano, il joue, voilà, et puis du kalimba, des voix. En fait, c'est un disque plus ou moins qu'il a enregistré tout seul, en fait, un solo, mais avec beaucoup d'overdubs, de trucs par-dessus. Magnifique. 2009, il est sorti ce disque en 2009. Mais lui c'est un musicien qui avait sorti des disques bien plus tôt que ça, dans les années 80 et tout ça, quoi. Mais ce disque, moi, je le trouve. Rien que la pochette, ça, c'est un truc de ouf, quoi. Mais le disque lui-même, euh, il y a un côté mystérieux, quasiment. Voilà. Que sais-je? Très atmosphérique, en tout cas. Atmosphérique enfin, voilà. Écoutez-le. Pareil pour ce disque de Nala Cinefro. Donc Nala Cinefro, c'est une harpiste belge. En fait, je crois qu'elle à moitié, elle est moitié belge. Enfin, ses parents sont congolais, enfin, ou du Rwanda ou du Congo, je sais plus. Une des anciennes colonies de la Belgique, en fait, on va dire. Et l'album s'appelle Space 1.8. Donc c'est un disque de jazz, on va dire, enfin, de jazz moderne anglais, parce que en fait, elle est belge, mais enfin, toute l'équipe derrière elle est anglaise, quoi. Entre Nubia Garcia, voilà, James Mollison, voilà, Wonky Logic. Et donc, on a un disque qui est très UK jazz, on va dire, mais super ambiante. Alors, c'est un disque d'ambiante. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs disques des 5 dernières années, quoi, facilement. Hein, c'est un superbe disque d'ambiante. La harpe se pose sur cette espèce de texture qui est créée par les gens qui sont derrière elle, en fait, de façon presque symbiotique. Quoi. Moi, je trouve ce disque hallucinant et beau à pleurer. Donc je vous le recommande vivement, encore une fois. Quelques-uns de plus, hein, je suis désolé, mais bon, ça prendra ce que ça prendra. On est à 28 minutes. Je me suis réécouté Music for Zen Meditation, le disque de Tony Scott, qui joue là de la clarinette. Et on a deux autres musiciens, au koto et au shakuhachi. Donc le shakuhachi, si vous ne savez pas, c'est la flûte
japonaise. Le koto, c'est un espèce d'instrument comme une harpe enfin, qui est posée à plat, quoi, au lieu d'être debout. Elle est posée horizontalement. Euh, et en fait, bah, ça dit ça fait ce que ça dit sur la boîte, hein, en fait. Hein. Il y a marqué Zen Meditation. Vous attendez pas du post-metal. Hein. Là-dessus, on est vraiment dans un truc vraiment super zen, hyper relaxant, hyper planant. En fait, c'est de la musique super planante. Donc voilà, si vous, c'est des disques qui sont assez abordables, qui coûtent vraiment pas cher du tout. Donc si vous tombez dessus, hein, recommandé, recommandé. J'en ai encore trois quatre, hein, dans les mains. Alors, j'ai redécouvert ce disque qui est sorti sur Muse, qui s'appelle Spirit of the Times, l'esprit en fait, le zeitgeist, hein, on va dire. Hein. Dom Olomao, c'est un musicien brésilien. Et en fait, voilà, c'est un disque de jazz. Hein. On a effectivement Dom Olomao qui joue enfin, qui est percussionniste, on va dire. Sivuca, qui est un musicien brésilien pareil, qui joue de l'orgue, de la guitare, du piano. Mais après, on a plein de gens comme Lloyd McNeil à la flûte. Si vous ne connaissez pas Lloyd McNeil, je vous recommande vraiment, vraiment d'aller écouter ses disques. Joe Beck à la guitare, Dom Salvador au piano électrique. En fait, il y a vraiment voilà, une équipe incroyable, invraisemblable même. Et ça a été enregistré en 73. Donc, c'est un disque afro-brésilien, mais jazz, avec un gros côté jazz. Très percussif, très dynamique, qui en envoie. Donc, si vous aimez la musique brésilienne, mais vous voulez un côté plus jazzy, ben, voilà. Le disque de Dom Romao, Spirit of the Times, 73. Un disque australien, hein, parce qu'on est ici quand même, hein, il faudrait peut-être montrer des ici. Alors, un disque que moi j'adore depuis des années, qui était ressorti en 2010. Le temps passe. C'est incroyable. C'est John Sangster. Alors, John Sangster, c'est un vibraphoniste australien qui est mort il y a maintes années. Et en fait, là, c'est un disque de jazz expérimental, de musique un peu. Voilà, de musique expérimentale, mais avec un côté très jazzy. Et en fait, c'était, si je me rappelle bien, une bande originale pour un film très, très. Voilà, pas du tout connu, qui était sorti à un festival dans les années 70, quoi. Et il n'y a qu'à voir les noms des plages, en fait. Hein. Once Around the Sun, First Space Trip, Kaleidoscope of Life, voilà. A New Dawn. Vous pouvez comprendre il y a le côté, et puis il y a ce côté-là, aborigène, voilà. Donc c'est une espèce de mélange entre musique aborigène, jazz cosmique, musique psychédélique, enfin voilà, j'en passe. Je me suis réécouté Brains Machine. Alors, Brain Machine, The Brains Machine, c'est un groupe italien qui était donc dirigé par un gars qui s'appelle Alessandro Alessandroni. Voilà. Donc ça, les originaux de ça, c'est introuvable. Hein. Ils étaient sortis à 200 ou 300 copies à l'époque. C'est ce qu'on appelle de la library music, donc la musique d'illustration sonore. Et en fait, ça claque. C'est un disque psychédélique qui envoie la batterie. Elle vous rentre dans la face comme un camion, quoi, en fait. Euh, Moi, je trouve que si vous aimez la musique d'illustration sonore, la musique de Library, je pense que c'est une sortie essentielle. Donc, il avait été réédité à l'époque. Hein, ça fait des années que je l'ai. Hein, je ne sais plus depuis quand je l'ai, mais en fait, voilà, il est génialissime ce disque. Encore deux disques, hein, à vous montrer que j'ai écouté. Popera Cosmique. Alors ça, c'est un disque français psychédélique, enfin entre le psychédélique et le progressif, avec un peu de rock symphonique voilà, quelques
quelques pincées de rock, de rock orchestral psychédélique. Et donc, c'est un groupe qui était composé de notamment William Scheller, Guy Skornik. Euh, c'est une espèce de disque culte qui n'est pas, moi je dirais, qui n'est pas complètement abouti. En fait, il y a des côtés dedans qui sont. Les chansons qui sont bien denses sortent du lot. Puis il y a des autres trucs qui sont un peu plus mièvres, un peu plus. Voilà. Donc c'est un disque qui est. Je pense qu'il ne sait pas où se positionner exactement en fait. Il ne sait pas s'il veut être psyché, il ne sait pas s'il veut être progressif, il ne sait pas s'il veut être orchestral. Mais malgré ça, c'est une curiosité française qui vaut la peine d'être explorée. Il avait été réédité par Findeskeepers à l'époque. Bon, je ne sais pas si c'est encore disponible. 2018, ça fait pas tellement longtemps. Et le dernier, pour le délire, un petit disque de Marie Laforêt. Eh ben ouais, un petit délire. Je suis allé à mon Emmaüs du coin, là, mon magasin de deuxième main, là où j'habite, là, à 200 mètres de chez moi, enfin 200 mètres, euh, 500 mètres de chez moi. Et un jour, il y a quelqu'un qui a déposé plein de disques français. Bah, j'habite en Australie, hein, j'habite en banlieue de Melbourne. Ça n'a pas lieu d'être, mais bon. Et ils avaient laissé plein de Moustaki, des disques de Brassens, des disques de. Donc j'en ai ramassé pas mal, parce que bon, moi je peux pas les laisser là, hein, je peux pas m'en empêcher. Et il y avait ce disque de Marie Laforêt. Et je l'ai juste acheté pour la pochette en vérité, parce que, bon, il est à 2 $ hein, quand même, hein, c'est vraiment. Il y a quelqu'un qui a même laissé ses. Je me suis dit, est-ce que c'est Marie Laforêt qui a signé ce truc-là? Mais je crois pas. Je l'ai écouté une fois, c'est pas un disque que j'écouterai tous les jours, mais malgré ça, elle est quand même très belle, Marie Laforêt. Moi, j'adore ce visage. Voilà. Et puis les arrangements sont de André Pop. Voilà. Alors 36 minutes. Si vous allez jusqu'au bout, ben bravo. Hein, vous êtes plus fort que moi. Vous êtes spartiate, on va dire. Je suis désolé, j'ai un peu fait de blabla. Ça manquait de description tout ça. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Je vous aime tous. Mettez-moi des commentaires. Déchirez-vous, éclatez-vous. Voilà. À plus tard.